Bonjour à tous. De base, ce podcast était enregistré avant et juste après le marathon. Or, il y a eu quelques petits problèmes d'enregistrement. Donc, je me dois de le refaire entièrement. Et ce, après les premiers enregistrements. Donc, je vais retranscrire au mieux tout ce que j'ai dit juste avant et juste après mon marathon. Sur ce, c'est parti. Parler, explorer, douter, partager, bienvenue dans mon journal, celui d'un mec qui parle de tout. Et bienvenue du coup dans mon second épisode. Aujourd'hui, je vais aborder la thématique du marathon. Cet épisode sera un peu différent de ceux qui seront enregistrés plus tard, puisqu'en effet, il sera composé d'une première partie écrite et enregistrée avant, et une seconde partie écrite et enregistrée après le marathon. Tout d'abord, j'aimerais justement expliquer l'histoire qu'il y a derrière le mot marathon. Et il faut savoir que ça vient initialement d'une ville en Grèce qui s'appelle Marathon, et que la distance qui sépare Marathon et Athènes fait justement 42,195 km. Et justement à cette époque, la ville Marathon aurait été attaquée. Un messager serait alors parti de Marathon en direction d'Athènes pour les prévenir d'une victoire ou du danger. Ce messager aurait l'habitude de courir 42,195 km. Dans certaines versions, il aurait fait l'aller-retour, ou il aurait effectué même plusieurs courses dans la même semaine et il en serait mort d'épuisement. Sur ce, après avoir expliqué la petite histoire du mot marathon, pourquoi est-ce que justement je me suis lancé dans un tel défi ? C'est vrai que c'est une idée un peu folle, c'est un défi personnel. J'ai commencé la course à pied il y a un peu plus de 2 ans par du trail avec des courtes distances, et ensuite je me suis dit pourquoi pas faire de la course sur de la vraie route. Et ma première épreuve pour le coup, ça a été un 10 km également à Montpellier il y a 1 an et demi, et à partir de ce moment-là je me suis dit ce sport est vraiment incroyable et j'aimerais vraiment en continuer, et je l'ai jamais lâché. Je me suis dit une fois, j'aimerais trop faire un marathon avant mes 20 ans. Cette idée même de faire un marathon avant 20 ans, j'ai pas pu la lâcher. Elle est restée en tête, et jusqu'en fin 2024, début 2025, où je vois qu'un marathon est organisé à Montpellier, le Montpellier Festival Run. Et je me suis dit, let's go, je vais m'enseigner, c'est quoi les critères pour s'inscrire. Et justement, il faut être dans l'année de ses 20 ans au minimum pour être éligible. Donc, parfait, j'ai 20 ans cette année, donc trop bien. Par hasard, je tombe sur Instagram, sur un concours organisé par la ville de Montpellier. Likez, partagez, commentez. Je participe, et justement, je gagne ma place au marathon. D'ailleurs, ça me fait une petite anecdote à raconter où justement, mon premier marathon a été entièrement financé par ma propre ville. Et d'ailleurs, lors de ma préparation pour le marathon, j'étais pas forcément l'un des plus réguliers. J'ai appris 6 semaines avant l'épreuve que j'allais le faire. Et pour le coup, j'avais l'habitude de courir tous les lundis. J'organise des séances de course à pied niveau débutant, où là on court 20 minutes. Et ça me suffisait à garder un niveau minimum, de pas avoir aucun niveau justement en course à pied. Donc je savais que si je reprenais à forte intensité, je repartais quand même avec des bases. Et justement, peut-être du coup 6 semaines avant le marathon, je me suis dit je vais commencer à courir un peu plus, à faire des 6 km, 7 km, 12 km. Et d'ailleurs, je m'entraînais également avec une amie justement qui elle fait le semi-marathon. On a fait pas mal de distances ensemble justement pour s'entraîner, des 12 km, 15 km, jamais plus, parce que elle est censée faire le semi-marathon. Un semi-marathon, c'est 21 km. Et justement, lors d'une épreuve comme celle-ci, que ce soit le semi ou le marathon, on n'a pas forcément envie de faire la distance avant le jour J. Comme ça, le jour J, on a la satisfaction d'avoir réalisé la distance pour la première fois. Lors de mes entraînements, je n'ai aucune idée de quelle distance je suis capable de faire, de combien de temps je suis capable de courir. Donc, je teste. Idéalement, il faut caler une sortie longue chaque semaine. Et un jour, je me suis dit, en sortie longue, je sais pas combien de temps je peux courir. Donc, je vais courir 2 heures. Je sais pas quelle distance je vais faire, mais je vais courir 2 heures. En 2 heures, j'ai réussi à faire 18 km. Ce qui était trop bien pour moi à ce moment-là. Mais il y a mieux. Et une semaine après, revient ma sortie longue. Et là, je me dis, j'aimerais bien aller à tel point, revenir, ça me ferait peut-être 30 km, ce qui est bien, ce qui est une super sortie longue, ça serait la plus longue
sortie que j'aurais fait et qui sera faite avant le marathon. C'est-à-dire que je vais ne jamais courir plus de 30 km. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Arrivé au 24e kilomètre, des fortes crampes m'ont littéralement obligé à m'arrêter. Je ne pouvais même plus courir, je ne pouvais même plus marcher. J'étais obligé de m'arrêter et donc je me suis arrêté à 24 km. Malgré tout, avec régularité, j'ai continué à progresser. Je me suis entraîné avec des amis qui, eux, faisaient le semi-marathon, par exemple. Le jour avant la course, quand j'écris ce podcast, le départ est dans environ 12 heures et mon objectif, c'est de finir sous les 5 heures. Si tout se passe bien, sachant que la limite maximale, c'est 6 heures autorisées. On ne peut pas faire un marathon au-delà de 6 heures. En tout cas, ce sont les règles prédéfinies à l'avance par le Montpellier Festival Run. J'imagine qu'ils pourraient être tolérants, mais ce sont les règles de base. Je suis franchement excité comme jamais. Évidemment, beaucoup stressé. Et ma plus grande peur, c'est qu'il y ait un petit problème. Un lacet défait, une crampe qui m'oblige à m'arrêter ou une douleur autre que je n'aurais pas pu deviner, comme des ampoules ou autre. Même si pour les ampoules, en tout cas, je m'y suis assez préparé. La plus grande distance, du coup, faite jusqu'ici, c'est 30 km. Là, c'est 12 de plus. Le sentiment de peur que j'ai rejoint quand même des notes que j'avais lues quelque part où justement ça expliquait que la peur existe seulement quand on veut vraiment quelque chose. J'ai trop envie de faire le marathon, mais j'ai aussi peur de ce marathon, ce qui est du coup logique. Ce matin, je suis allé prendre des photos au village, justement, du Montpellier Festival Run, et l'ambiance était juste folle, elle était vraiment incroyable. Elle fait vibrer le cœur, elle fait vibrer le corps. Franchement, j'ai juste hâte. Niveau préparation, je pense être prêt, j'ai travaillé sur mon alimentation. Pendant une semaine, j'ai fait attention à pas manger de nouveautés pour pas perturber mon corps. J'ai vraiment fait attention à ce que je mangeais. Je me suis habitué au gel que j'allais prendre lors de la course. Tout mon matériel est prêt. La météo annonce de la pluie. C'est pas rassurant, mais au final, un défi de plus. C'est donc une fierté de plus. Sur ce, rendez-vous dans 20 secondes pour vous, dans 3 jours pour moi, pour la seconde partie de ce podcast après le marathon. Waouh, c'était incroyable. Franchement, c'est vraiment à refaire. C'est une expérience formidable que je souhaite à tout le monde parce que même l'ambiance le matin avant qu'on arrive, c'était juste ouf. Et on arrive, on va poser les affaires, on se place, et il commence à pleuvoir de plus en plus. Ça reste assez léger dans l'ensemble. On se place dans notre sas. Le sas, c'est la zone d'estimation de notre temps, pour pas que les plus rapides soient derrière les plus lents. Et on se place, le premier sas part, le deuxième sas part, etc. Nous on est dans le dernier. On part peut-être 30 minutes, je crois, en différé avec les tout premiers. On est beaucoup à courir. On est le sas le plus nombreux. On est ce jour-là 7000, un peu plus de 7000 personnes à courir. 5500 je crois pour le semi-marathon et 1300 pour le marathon. Mais franchement l'ambiance est juste folle. On voit même un gars avec un sombrero passer pour aller dans les premiers sas et partir avec un sombrero. Trop stylé. Nous on se place. Vient notre moment où on est le tout dernier sas à passer, mais c'est à nous de passer. Let's go, ça commence. À ce moment-là, j'avais de la musique dans les oreilles. D'habitude, je cours avec un podcast dans les oreilles. Là, j'avais mis de la musique pour pouvoir faire mon départ tranquillement, pas avoir à me concentrer dessus. Et j'ai oublié de remettre un podcast juste après, donc je l'ai remis au 9e kilomètre. Honnêtement, je n'ai pas de souvenir très précis des 9 premiers kilomètres, juste de la foule qui applaudit à certains endroits parce qu'on était très nombreux. Ce qui était plaisant, mais ce qui donnait un peu trop d'énergie, je trouve, dès le début, dans le sens où ça donnait envie d'accélérer. Et ce qui est pas forcément excellent lors d'un marathon d'accélérer dès le tout début. Il vaut mieux accélérer à la fin, se préserver pour la fin, justement. Sachant d'ailleurs que le matin, je m'étais levé à 4 heures pour prendre un smoothie, mon petit déjeuner, me recoucher et me relever à 6h ou 6h30, je sais plus exactement.
me préparer, prendre le tram direction Montpellier. Et pour en revenir sur les ravitaux, j'ai pris dans les premiers ravitaux justement des petits bouts de chocolat quand même pour avoir quelque chose. Et c'est à partir du 9e, 10e kilomètre que là le groupe commence à être de plus en plus espacé. On reste nombreux mais le groupe s'étire. C'est à ce moment-là que je percute et que je décide de remettre un podcast à la place de la musique dans mes oreilles, puisque c'est plus agréable de mon point de vue pour les longues distances. On approche la moitié du marathon vers 20 km. Tout se passe super bien à ce moment-là. Même entre le 20e et le 30e kilomètre, franchement, je suis super bien. Je me dis juste au 20e kilomètre que là, il y a une séparation entre ceux qui font le semi et ceux qui font le marathon. Mais sinon, franchement, tout se passe bien. Et nous qui faisons le marathon, du coup, on se sépare. Et pour imaginer un peu, c'est comme si on était un flux de 50, 100 personnes. Je compte les personnes devant moi, que je compte les personnes derrière moi. On est entre 50 et 100. Et d'un coup, on se retrouve à 5-6. Espacés quand même sur des dizaines de mètres. Et là, c'est reparti pour le même tour. Ça commence à être beaucoup plus compliqué. Il y a plus autant d'ambiance qu'au début. Il y a presque plus de spectateurs. On repasse sur les mêmes endroits. Par exemple, la place de la Comédie, où on était passé initialement. Il y avait peut-être une centaine de personnes, de spectateurs qui applaudissaient, qui encourageaient. Et là, il y a moins d'une dizaine de personnes. En même temps, je les comprends, il pleut de plus en plus. C'est normal. Et évidemment, il y a moins de personnes à encourager. Donc les probabilités en effet qu'il y ait des personnes qui soient là pour encourager les marathoniens ou les semi-marathoniens sont faibles. Donc c'est normal. Mais ça fait quand même un petit choc de voir qu'il y a presque plus personne. Et c'est là que je trouve, de mon point de vue, le défi commence. Parce que jusque-là, jusqu'à 21 km, je savais que je savais les faire. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Par contre, on est presque tout seul. Et là, ça commence à être absolument différent. Et là, je me dis qu'il faut que je trouve un lièvre. Un lièvre, pour information, c'est quelqu'un qu'on suit pour courir, pour garder un bon rythme. Ou alors, dans ce cas-là, c'était quelqu'un avec qui je voulais courir pour aussi l'accompagner de ce que je pouvais faire. Et justement, ça nous pousse en avant, ça nous évite de trop penser. Et parce que là, à ce moment-là, je commençais un peu à ralentir. Et je vois que quelqu'un me dépasse et qu'il est légèrement plus rapide que moi. Je me dis, why not? Je vais le rattraper, on va courir ensemble. Je me suis calé à son rythme, qui était un assez bon rythme, mais que je savais pouvoir tenir. Peut-être pas lors d'un marathon tout entier, mais que je savais pouvoir tenir. Mon rythme s'est stabilisé, j'ai pu le suivre tranquillement. On a couru côte à côte, chacun dans notre bulle pendant plusieurs kilomètres. Puis vient un ravitaillement. Il prend plus de temps que moi pour boire, manger. Et ça peut paraître égoïste, mais je me dis que j'ai pas envie de sacrifier mon marathon pour attendre quelqu'un. Donc, je vais y continuer. Un peu plus tard, je retrouve un autre coureur blessé qui souffrait de crampes. On s'échange quelques mots, on fait 2-3 km ensemble, tout se passe bien. Après, justement, 3 km, il décide de ralentir pour attendre ses amis qui sont derrière. Là, je me retrouve encore seul. Là, c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant. On commence à être vers le 25e kilomètre. Je suis totalement seul, il n'y a personne devant moi, il n'y a personne derrière moi. La pluie commence à devenir suffocante. Elle n'est pas extrêmement forte, mais elle devient suffocante. C'est un peu compliqué à expliquer, mais de l'avoir eu tout le long, elle commence à devenir lourde mentalement à supporter. Ma casquette devient plus lourde, parce que lorsqu'il pleut, je préfère mettre une casquette pour pas être gêné au niveau des yeux, mais là, ça commence vraiment à peser lourd sur la tête. 2-3 km passent, j'arrive au 30e kilomètre, et là, c'est l'enfer. Je pourrais littéralement nommer ce chapitre l'enfer. L'enfer dans ma tête. J'ai une crampe qui apparaît à ma jambe droite. Tellement forte que je peux plus la bouger comme avant. Donc je commence à boiter et je peux pas faire autrement. Si je veux continuer de courir ou même d'avancer, je suis obligé de boiter, de la laisser reposer et de forcer avec mon autre jambe. Sauf qu'il me reste 12 km à faire. Et là vient une deuxième crampe à mon autre jambe. Les douleurs sont si intenses que je peux même pas toucher mes jambes. Et je peux pas courir comme avant.
je peux pas mettre autant d'intensité. Si je m'arrête, les crampes sont plus fortes. Donc j'essaie de trouver plusieurs options, plusieurs solutions. Je bois beaucoup plus d'eau, je travaille ma respiration, je prends un peu plus de sucre au ravitaillement et je continue à courir avec beaucoup de douleur, mais je continue. Il pleut, je suis épuisé mentalement. On est au moment des 30e, 31e kilomètres, j'ai une crampe à chaque jambe. Et à ce moment-là, je mets de la musique. Ça m'a fait un coup de boost monumental. J'ai pu continuer sur 1 kilomètre, franchement ça a été nickel. Au bout d'un kilomètre, rebelote. Les crampes reviennent. L'épuisement psychologique revient en force, donc énormément. Et là, même avec la douleur, même avec les crampes, même en pleurant tout le long, faut continuer. Je n'avais jamais pensé à abandonner. Je m'étais toujours dit, je vais le faire, j'en suis sûr et certain. Donc abandonner n'était pas du tout dans mes options. La douleur était quand même insupportable. C'est pas parce qu'on refuse d'abandonner que ça en a pas mal tout le long. Et là, il y a des phrases qui passent dans la tête. C'est juste des crampes qui nous arrêtent de courir, qui nous empêchent d'avancer. C'est débile. C'est juste des crampes. Et pourtant, impossible d'avancer. Pourquoi je peux plus courir à cause de simples crampes? Parce que chaque mètre, c'était ultra difficile. Après chaque mètre parcouru, c'était une mini-victoire. C'était immensément douloureux. À ce moment-là, je faisais que pleurer, tellement la douleur était intense. Je pleurais également de joie, évidemment, parce que je suis en train de faire un marathon et qu'à ce moment-là, je réalise que je suis réellement en train de faire un marathon, où j'ai dépassé la distance maximale que j'avais déjà fait et je me dis réellement, je suis en train de faire un marathon. Je suis submergé de joie, mais également de douleur tellement mes crampes sont intenses. Je pleure de joie, de douleur. Il y a vraiment un surplus d'émotions à ce moment-là. Et peut-être qu'à ce moment-là, jusqu'à la fin, j'ai continué à pleurer. Je sais que j'ai pleuré 5 km d'affilée. Après, il y a peut-être eu une pause et j'ai repleuré toute la fin. Il y a vraiment un moment où je pense on est plusieurs à se dire ça. De ce que j'ai vu, on est vraiment plusieurs à se dire ça. C'est qu'est-ce qu'on fout là? On a mal partout et on continue à courir comme des cons pour faire un 42 km. Mais c'est ouf. L'énergie humaine autour est vraiment incroyable. On n'était pas très très nombreux. On était peut-être une dizaine de coureurs à se passer sur 1 kilomètre. Mais on s'encourageait. Un regard, un mot, un sourire, on se donnait de la force. Et sans oublier les bénévoles, qui depuis tout le début, étaient vraiment incroyables eux aussi. Leur simple présence était ouf, phénoménal. Ils avaient le sourire. Et c'est pas facile d'être bénévole pendant autant d'heures d'affilée, de pas relâcher pendant autant d'heures d'affilée. Parce que eux, leur job dure plus longtemps que notre course. Leur job dans lequel ils sont volontaires et bénévoles. C'était quelque chose qui a vraiment touché. Moi personnellement qui m'a touché. Et même de voir des groupes de musique tout le long du parcours, ça aussi c'était vraiment touchant, sachant qu'ils n'avaient pas forcément l'obligation d'être là. Pour revenir aux petites voix dans ma tête, c'était qu'est-ce que je fais là? J'ai rêvé de ce moment, mais je n'ai pas le choix de continuer. Sachant que je fais aussi ce marathon pour moi, mais aussi pour ceux qui ne le peuvent pas forcément. Je connais pas mal de personnes qui rêveraient de faire un marathon, mais qui peuvent pas forcément. Et justement, je cours aussi pour eux. Et là, je continue malgré les douleurs qui sont vraiment insoutenables. Si d'ailleurs je devais en faire une comparaison, ça serait comme s'arracher les cheveux. Quoique, s'arracher les cheveux ferait peut-être même moins mal. Chaque montée était horrible, chaque descente était une petite respiration, une bouffée d'air, parce que ça allégeait un peu le poids. Mais pas après pas, ça reste compliqué. On avance encore, on voit d'autres personnes blessées. D'ailleurs, tout le long du marathon, je pense que j'ai croisé 4 ou 5 personnes en brancard qui étaient accompagnées par des professionnels de la santé, sûrement des pompiers. Je me suis redit, mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? C'est tellement dur que le cerveau n'arrive même plus à réfléchir correctement. Pourtant, je continue. J'avais 2 boissons. La première, c'était 1 litre d'eau avec une solution hypotonique. Hypotonique, c'est des glucides plus des sels minéraux
Les glucides pour donner de l'énergie et les sels minéraux parce qu'on en perd lors de la transpiration. Et si on en a plus, on n'a plus d'énergie non plus. Et ma deuxième boisson, c'était pour le coup 250 ml d'eau avec la même solution hypotonique enrichie en caféine. Pour faire simple, du Lift Max pour ceux qui connaissent. Pour justement donner un coup de boost et que je m'étais dit je vais le garder jusqu'à la fin. Pour en tout cas tenir la fin. Mais là, à partir du 35e kilomètre, je commence un peu à le boire parce que je suis à plat. Et je pensais le garder pour les 5 derniers kilomètres. Il m'en reste 7, 8, voire 9. Je l'ai même peut-être pris avant le 35e kilomètre. J'avais déjà pris tous mes gels, presque tous mes gels. Je m'étais gardé sur mes 3 gels, je m'étais gardé un gel pour le 35e kilomètre pour justement donner un maximum d'énergie à la fin et même après le marathon ne pas être totalement à plat. Je cours avec d'autres personnes, j'ai des crampes, je m'arrête un peu, je repars, puis il y a un gros mélange. On est avec des coureurs du 10 km, c'est tellement bizarre dans ma tête de voir des personnes nous dépasser comme des lapins, alors que moi je galère à faire 100 mètres, et eux, pendant ce temps-là, ils ont fait 1 km. Ils couraient vraiment comme des lapins, je me suis même demandé si j'étais sur le bon parcours, parce que j'ai juste suivi le chemin, je me suis pas posé de questions, et là je vois même plus personne qui fait le marathon. Donc je suis perdu. 37 km, 38 km, 39 km, il reste 3 km. Je fais 1 km avec quelqu'un, et puis une crampe me stoppe. Donc je m'arrête, je repars seul, et là c'est encore plus difficile. À ce moment-là, chaque pas c'est vraiment une victoire, je pleurais plus que de douleur. Et je me souviens même de phrases que j'entendais. Mais 3 km, c'est quoi dans une vie ? Ouais, mais là, 33 km, c'est beaucoup. En soi, seul, c'est rien, mais là, c'était horrible. Mais, sur les dernières lignes droites, sur le dernier kilomètre, les encouragements étaient pour le coup phénoménal. Dans le sens où on courait avec ceux du 10 km, mais j'entendais au fond des personnes dire « Allez, courage les marathoniens, bravo, c'est bientôt la fin ». Et ils encourageaient pas que les personnes du 10 km. Ils m'encourageaient moi, parce que devant, derrière, il y avait aucun autre marathonien. C'était franchement incroyable. Les 200 derniers mètres, il y a une foule immense, des centaines de personnes qui applaudissent. Je pleure de douleur, je pleure de bonheur. Je continue, mes crampes sont là, et elles disparaissent. Elles disparaissent tellement je pleure, tellement je me dis c'est la fin, c'est la ligne d'arrivée. Je vais passer la ligne d'arrivée, ça va être fini, je vais être marathonien. À ce moment-là, je pense tellement à ça que je ne pense plus à mes crampes. Je cours, j'arrive à recourir normalement, ce qui est incroyable. Je franchis la ligne d'arrivée, je pleure, je suis vidé, je suis heureux, mais plus rien. Plus rien. Plus personne pour dire bravo, c'est fini. Ça peut paraître con, je viens de finir le marathon, et là je me dis que je suis seul. Il y avait des encouragements 200 mètres avant, mais une fois la ligne d'arrivée franchie, plus rien. Plus personne pour accueillir les finishers, plus personne pour féliciter. À ce moment-là, je viens de faire 42 km, je me sens seul. Je me dis, je l'ai fait. Je pense qu'au fait que j'ai fait le marathon. Donc en soi, j'en veux au bénévole qui m'a pas forcément tendu la médaille auquel je suis allé du coup la chercher. Mais, comme je le dis, je pense au fait que je l'ai fait. Donc une fois l'avoir récupéré, je pense plus qu'à je l'ai fait, je pense même plus à cette personne-là. Tout ça pour vous dire un peu ce qui s'est passé dans ma tête. Dans le sens où, en tout cas moi pour ma part, comme j'étais attendu par personne, une fois le marathon fait, c'était un goût assez spécial. Où là, pour le coup, si j'avais vraiment un conseil à vous donner, c'est que si vous préparez une course dans laquelle vous savez que vous allez vraiment vous dépasser, demandez à quelqu'un de vous attendre à la fin, en soutien. Ça peut paraître débile, mais ça change beaucoup de choses. Je marche, je mange un petit bout, je bois quelque chose, je crois que c'est un sirop de grenadine. Et je vais récupérer mon sac, je me change, je reçois un message d'un ami qui vient de faire le semi-marathon. On se retrouve, on parle de nos courses, c'était incroyable. Et je suis refait de le croiser là, qu'on parle comme ça. Et franchement, c'était un événement incroyable. Surtout en sachant que j'ai appris 6 semaines à l'avance que je faisais ce marathon. J'avais l'habitude de courir 3 km tous les matins, mais sans plus. Et là, je viens de faire un 42 km. C'est dingue.
C'est une expérience de fou, c'est une satisfaction incroyable. À 24 km, j'avais mal, je connaissais cette douleur, je savais déjà que c'était une barrière que j'avais, mais que je pouvais franchir. Par contre, à 32 km, c'était une toute autre dimension. C'est vraiment une version de moi qui a pris le relais, une version qui pleure, qui hurle intérieurement, mais qui avance, qui lâche pas. C'était une douleur suffocante. La joie l'était aussi d'ailleurs, suffocante. Souffrir et être heureux en même temps, c'était un sentiment assez spécial. Je me souviens avoir vu une citation qui disait « Pour ressentir une émotion au maximum, il faut avoir connu son opposé au maximum ». Et là, j'ai tout simplement ressenti le bonheur au maximum parce que je viens de connaître à l'instant même la souffrance à son maximum à l'instant T. Le reste de la journée, j'étais totalement vide. Je disais merci aux personnes qui me disaient félicitations, mais je disais même pas merci beaucoup, je disais juste merci. Je ressentais pas forcément d'émotion. J'étais pas le plus excité à l'idée de dire que je l'avais fait. J'étais totalement vide. Évidemment, dès le lendemain, dès le lundi, tout allait super bien. J'avais retrouvé l'énergie. J'avais mal de partout, mais j'ai retrouvé quand même assez d'énergie pour cette fois-ci dire, par exemple, merci beaucoup. Et c'était vraiment, en fait, pour expliquer, j'étais vraiment vide toute l'après-midi, mais dès le lendemain, j'avais récupéré l'énergie qui me manquait. Petit point technique, pendant la course, j'avais 3 gels prolongs, un lift-off max et une barre H24, goût cookie d'ailleurs. Franchement, je pense que cette nutrition, ça m'a vraiment sauvé. Mon sommeil également, auquel je me suis préparé pendant un peu plus d'une semaine à me lever tôt, à me coucher tôt, ça m'a vraiment aidé, permis de récupérer très rapidement. Est-ce que pour la suite, j'ai envie de recommencer? Évidemment. Peut-être pas tout de suite, pas forcément un marathon de suite, ou alors peut-être pas un marathon comme on l'entend. Quelques questions rétrospectives ou conseils auxquels j'aurais voulu répondre. Qu'est-ce que je dirais à la version de moi d'il y a 3 mois? Fais-le, tu n'imagines même pas ce qui va t'arriver. Fais confiance en l'avenir et juste suis ton destin. Qu'est-ce que je dirais à une personne qui hésite de se lancer? N'écoute pas tes peurs, avance. Même si c'est dur, ça en vaut la peine. Et si tu en as peur, c'est que tu l'envisages réellement. Parce que tu n'aurais pas peur de faire des montagnes russes si tu sais que tu ne vas pas en faire. T'as peur de faire un marathon que si tu sais que tu risques d'en faire un. Ou que tu as envie d'en faire un. Quelle est la plus grande leçon que j'ai tirée lors de cette course? C'est dur, mais on peut être heureux d'avoir mal. C'est une émotion unique qui s'explique assez mal, pour être honnête. Je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre, parce que c'est dur, mais ça fait du bien d'avoir cette douleur. Et comment le marathon a influencé ma vision de l'engagement? Quand tu décides, tu le fais, tu t'engages, tu vas jusqu'au bout, même si c'est dur, même si ça fait mal, faut le faire. Je pense que là, le mur des 30 km l'explique bien. Voilà, c'était l'histoire de mon tout premier marathon, en route vers de nouveaux défis. Merci d'avoir écouté ce bout de mon journal. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager. Sur ce, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.